Mesdames et messieurs, bonsoir. C'était jour de vote. Les législatives ont eu lieu et se sont achevées. Les candidats ont fait campagne et touché les réalités du terrain du doigt. Nous sommes dans l'attente des premiers résultats qui peut-être nous indiqueront ce que sera la nouvelle Assemblée nationale. Le docteur Flan Moké César, politologue, Yapi Léonce Adon, directeur des programmes et études thématiques au Conseil national des droits de l'homme, Madame Kone Machengue, assistante chef projet élection de la Convention de la société civile de Côte d'Ivoire, sont ce soir nos invités pour analyser les premiers résultats. Et bonsoir à vous, madame, bonsoir, messieurs. Merci en tout cas d'être venus aujourd'hui. Naturellement, nous serons en duplex avec la CEI, la commission électorale indépendante qui collecte toute cette nuit les résultats qui lui parviennent et que nous vous livrerons au fur et à mesure. Les électeurs ont pris d'assaut les lieux de vote ce matin pour choisir leurs représentants. Chacun a exprimé son opinion afin de renouveler le Parlement de 255 membres. Voici une idée de ce qui s'est passé ce matin. Plateau, groupe scolaire, cité policière 1 et 2. Les populations sont sorties nombreuses pour exprimer leur droit de vote. Zéguela Bagaté a 78 ans. Malgré son état de santé fragile et son âge avancé, la sexagénaire n'a pas voulu se faire compter ce moment qui pourrait leur revêt d'une importance capitale. Je me suis déplacé de chez moi parce qu'il est important de voter mon candidat. Parce que si on fait un autre choix autre que mon candidat, vraiment c'est pas bon. Dans ce lieu de vote, 20 bureaux sont ouverts. 8 883 votants sont attendus. Cependant, l'on constate des attroupements de part et d'autre. Certains électeurs ont du mal à retrouver leur bureau de vote. J'ai l'habitude de voter ici. J'ai l'habitude. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc je viens cette fois-ci et on me dit non, que mon nom n'est pas sur la liste. Donc j'attends. Changement de décor, mais le constat reste le même. À l'Institut supérieur Nana Thérèse, où des électeurs sont à la recherche de leur bureau. Situation qui cause de vives tensions, mais les agents de sécurité tentent de ramener le calme. L'électeur qui n'a pas pu retirer sa carte d'électeur ne peut pas retrouver immédiatement son nouveau bureau de vote. Donc du coup, les numéros de bureau changent. Ce ne sont que des incompréhensions. Sinon, dans l'ensemble, je pense que ça se passe bien. À quelques mètres de là, se trouve l'école primaire publique RAN. Les populations s'impatientent d'aller exprimer leur droit de vote. En tant que citoyen de ce pays, il faudrait qu'on vote. Moi, j'ai fini de voter. J'ai fini dans le calme. Je suis ici depuis 9h00, 9h00, je suis venu pour voter. Tout s'est très bien passé. Pendant ce temps, à Cocody, le vote se déroule dans le calme au lycée moderne Sainte-Marie. Les observateurs déployés sur le terrain sillonnent les bureaux de vote. Les premiers électeurs sont enregistrés depuis 8h30. Le vote est très important parce qu'il s'agit de l'Assemblée nationale. Il s'agit ici du vote d'un projet de loi. Ça veut dire le destin de la Côte d'Ivoire. Donc on demande à la population ivoirienne de se mobiliser comme une seule personne pour venir accomplir leurs devoirs citoyens. À Bégerville également, les populations sont sorties accomplir leur droit de vote. On vient voter nos députés. Il est préférable de venir voter pour qu'au moins on puisse avoir son représentant éventuellement à l'Assemblée. En tant que citoyen, je suis venu honorer ce jour-là par le vote. En cette fin d'après-midi, retour au plateau. Nous avons pu constater que le calme est revenu. En tant qu'agent commissaire CEI, nous les avons aidés à travers l'application sur le site de la CEI qui nous permettait de vérifier leur bureau de vote. Au final, ils ont pu retrouver leur bureau de vote et ils sont passés à l'acte. Dans l'ensemble, c'est un scrutin apaisé et calme que nous avons pu constater dans les communes du plateau, Cocody et Bégerville. Voilà, notre reporter Astou Touré a fait le tour de quelques bureaux. Je voudrais commencer par vous, M. Yapi Léonce. Vous étiez sur le terrain. Mais quels sont les premiers constats que vous avez eu à faire? Merci, M. Lanciné Fofana. Effectivement, le Conseil national des droits de l'homme a déployé 400 observateurs sur l'ensemble du territoire, et dont 100 observateurs dans le district d'Abidjan et 300 observateurs dans les 108 départements de la Côte d'Ivoire. Et globalement, les choses se sont bien passées. Il n'y a pas eu de violence, seulement des incidents émaillés ça et là. Bon, de toute façon, une élection, ça ne se fait pas sans petits incidents, parce que c'est des moments d'enjeu
Et donc, dans l'ensemble, les choses se sont très bien passées. Je pense que par rapport à la présidentielle, nous pensons que les choses se sont faites dans un climat apaisé. Et naturellement, comme tous les partis politiques étaient à la manœuvre, donc les choses se sont passées vraiment dans le cadre. Avant d'être sur le terrain, vous aviez des appréhensions? Nous avons quand même organisé une campagne de sensibilisation dans 60 localités de la Côte d'Ivoire. Et donc, au sortir de cette campagne, nous avons compris que les populations n'étaient plus prêtes vraiment à verser dans la violence. Et donc, nous étions optimistes. Et le Conseil national, les différents observateurs internationaux qui sont venus nous rendre visite, ont partagé et étaient surpris de notre optimisme. Mais parce que, tout simplement, nous étions sur le terrain et nous savons quelles informations les populations nous ont remontées. Et donc, nous étions optimistes pour ces élections. Vous avez vu des populations qui vraiment avaient envie de voter, c'est cela? Pas exprimer l'envie de voter, mais dire qu'ils ne veulent plus de violence. Et ça, ils l'ont exprimé dans toutes les campagnes que nous avons organisées. Donc, nous étions optimistes par rapport à ça. La convention de la société civile était bien entendu sur le terrain. Vous aussi, Madame Koné, vos premières impressions, qu'est-ce que c'est? D'accord, il faut dire que la convention de la société civile ivoirienne a déployé 151 observateurs bénévoles, parce que cette observation s'est faite sur fonds propres de la convention. Nos premières impressions, déjà, la convention se félicite et félicite les Ivoiriens d'avoir renoué avec la démocratie, avec les élections à multiples candidats, avec la participation de tous les groupements politiques. Nos premières impressions, c'est que la population, au vu de l'élément même qui passe à la télé, que vous nous avez présenté, la population avait envie d'aller aux élections. Et tout se passe globalement dans le calme et l'apaisement. Vous étiez rassuré lorsque vous partiez sur le terrain? Ou bien vous avez pris des dispositions particulières parce que vous aviez des appréhensions, non? Avant les campagnes, nous avions des appréhensions parce qu'au sortir de l'élection présidentielle, la Côte d'Ivoire a connu de la violence. Nous étions quand même rassurés de savoir qu'après le dialogue politique, les acteurs politiques avaient pris l'engagement d'aller à l'apaisement avec la signature du Code de bonne conduite. Nous avions quelques appréhensions, c'est vrai, mais nous avions confiance également à l'engagement pris par les partis politiques et la campagne ne nous a pas démontré le contraire. Docteur Flan, à votre avis, qu'est-ce qui a amené cette accalmie, là, si c'est aussi votre avis? Oui, je suis d'accord avec Mme Koné quand elle évoque la question relative au dialogue politique. Le fait qu'au lendemain de l'élection présidentielle, le processus de rapprochement à travers le dit dialogue politique a permis aux différentes forces politiques en Côte d'Ivoire, mais aussi à la société civile, de s'asseoir et de se mettre d'accord sur un minimum. Cet état de fait a contribué fortement à cette accalmie. Mais en même temps, je pense que les électeurs eux-mêmes, les citoyens, ont pu comprendre le fait que la violence n'aboutit à rien et que de l'expérience acquise des différents processus électoraux émaillés de violences, on a pu se rendre compte que la violence ne peut pas payer et la violence n'est pas le meilleur chemin. Je pense que beaucoup de populations ont pu le comprendre. Oui, vous dites que vous le pensez, mais est-ce que vous pensez que les populations le pensent véritablement, selon les recherches que vous avez eu à faire, selon les observations d'abord? Bien, je pars du constat que les différentes crises, les crises successives auxquelles la Côte d'Ivoire a été confrontée depuis ces longues années, étaient des crises au sommet, principalement des crises au sommet, donc des crises entre leaders politiques de façon spécifique. Et le comportement des acteurs politiques impactait nécessairement les communautés et les environnements. Donc, lorsque les principaux acteurs politiques convergent vers une élection, vers, disons, ce type d'idéal, alors les populations s'alignent. Mais lorsqu'il y a dissension entre les différents leaders politiques, on observe cela systématiquement au niveau des populations qui sont prêtes à en découdre. Monsieur Yapi, il y a une sorte d'engouement, c'est ce que vous semblez décrire. La campagne, disons, entre guillemets, était civilisée. L'explication première, c'est quoi? Au-delà on est fatigué, plus ou moins, des affrontements.
Non, je pense que la motivation première, c'était le fait que tous les partis politiques se sont engagés. Et lorsque les partis politiques se sont engagés, les militants aussi se sont sentis concernés par la chose. Or, quand on fait une comparaison avec la présidentielle où les partis de l'opposition ne se sont pas véritablement engagés, on avait des difficultés. Et donc, je pense que je suis d'accord avec Dr Moké quand il dit que lorsque les partis politiques, sinon les leaders politiques s'engagent, la population suit. Et je pense que c'est ce qui explique le fait qu'il y ait eu cette ambiance bon enfant lors de la campagne électorale. Et donc, je pense que c'est une dynamique qu'il faut encourager. Et donc, l'engagement de tous les partis politiques dans le processus politique en général. Madame Koné, si je parle d'engouement, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a eu beaucoup plus de personnes qui sont allées voter qu'autrefois? Je ne dirais pas beaucoup plus de personnes, mais je dirais une diversité d'électeurs. Parce que l'autre fois, pour l'élection présidentielle, on avait un seul camp en quelque sorte, un ou deux, puisqu'on avait quand même l'opposition qui ne voulait pas aller aux élections, qui a, comment on appelle ça, décrété le boycott. Et donc, des militants de l'opposition ne sont pas allés aux élections. Mais pour cette fois, tout le monde y va, tous les groupements politiques y vont. Et donc, il y a de l'engouement, mais la diversité est plus importante pour moi que le nombre de personnes ayant participé effectivement au vote. Quelle différence vous faites entre la diversité et puis le nombre de personnes? Qu'est-ce qui pour vous est positif? Pour nous, c'est vrai, le nombre en termes de taux de participation permet une certaine légitimité de l'élu, mais en même temps la diversité nous assure que nous réunions avec la démocratie, que nous réunions avec la pensée multiple au sein de l'Assemblée. C'est très important pour une démocratie. Il faut que toutes les tendances arrivent à s'exprimer et à exprimer leurs besoins effectivement. Et c'est ce qui est important pour nous en matière de démocratie. Là, c'est une question qui a un caractère plus ou moins politique, monsieur docteur Flan, parce que vous êtes justement directeur du Centre de recherche politique d'Abidjan. Alors, aujourd'hui, vous êtes en train de dire que tous les partis politiques étaient dans le combat, entre guillemets. Il y a une explication à cela. Qu'est-ce qui a changé? C'est le caractère inclusif de l'élection présidentielle, des élections législatives de cette année, parce qu'on se rend compte que depuis 25 ans, depuis 1995, c'est la première fois qu'une élection réunit les principaux compétiteurs en termes de partis politiques et mouvements. Et cette année, à l'exception d'un mouvement politique qui n'est pas parti politique, un mouvement politique GPS qui n'a pas participé officiellement à cette campagne, tous les partis politiques, en termes de représentativité, en termes d'ancrage sociologique, ont participé effectivement à cette élection, à ces élections législatives de 2021. Donc, lorsque Mme Koné évoque la question de la diversité, elle prend en compte la dimension d'inclusion. On se rend compte qu'il y a de l'inclusion au niveau de cette élection et c'est un élément assez important. Mais le taux de participation reste tout de même un indicateur extrêmement important dans toute élection démocratique. Parce que le taux de participation rend compte de la légitimité du candidat qui sera vainqueur. Ça rend compte également de l'adhésion de la population à un processus. Ça rend compte également du fait que les masses et les populations gouvernent aussi, donc sont associés au gouvernement, donc à la création de la loi, pour ce qui concerne le Parlement ici. Donc ce sont deux facteurs qui sont extrêmement importants, le taux de participation électorale, mais on peut se satisfaire aussi également de ce que ici, les différents partis politiques, en termes de partis d'opposition et de partis au pouvoir, ont participé à ces élections-là. Bon, je ne vous demande pas de regarder dans la boule de cristal, mais est-ce que vous pensez, M. Moké, que la carte politique postale du pays va changer? En termes d'occupation des sièges au Parlement. C'est-à-dire, si les élections, si les résultats sont proclamés, on espère avoir une tendance déjà ce soir, et que les différentes forces politiques qui compétissent
dans ces élections-là sont représentés au Parlement, c'est déjà une bonne configuration du Parlement. Parce qu'il s'agira d'un Parlement diversifié. On n'aura pas un Parlement monocolore, à forte dominante d'un parti politique, même si ce parti politique est un parti politique dominant. C'est un facteur assez important. C'est important. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en duplex avec la commission électorale indépendante qui collecte tous les résultats qui lui parviennent actuellement. Victorien Angwa y est à tout moment. Vous pourrez intervenir, Victorien Angwa, pour nous donner les premiers résultats que vous aurez sous la main. Monsieur Yapi, regardons ensemble, hein, vous étiez sur le terrain. Quel est le discours qui a le plus dominé ? Quelles étaient les thématiques sur le terrain? Les thématiques sur le terrain, je dirais que nous sommes dans les élections législatives. Et donc, c'est différent d'une élection municipale. Mais le discours qu'on entendait souvent sur le terrain, c'était que je vais vous construire des routes, je vais vous aider à avoir ceci. Ah, justement, c'était cela l'arrière-pensée de ma question. C'était tant d'élections, ce sont des promesses aussi tenues. Voilà. Qu'est-ce que vous avez entendu sur le terrain? Oui, c'est ça. Et on va vous aider à développer la région, on va vous construire des routes, on va vous construire des ponts. Ce qui n'est pas en réalité le rôle premier du député. C'est vrai, il peut utiliser son réseau de relations pour obtenir des financements, mais ce n'est pas son rôle premier. Son rôle premier, c'est de voter la loi, donc de transformer les aspirations des populations en cadre juridique, en loi, pour permettre une vie harmonieuse des populations. Et donc, c'est ce type de discours-là. Et nous, quand nous avons fait notre sensibilisation sur le terrain, nous avons appelé l'attention des populations à faire attention à ce type de discours. Voilà. Nous avons fait des flyers qui expliquaient un peu le rôle du député pour que les populations en prennent conscience et qu'ils ne se laissent pas emballer dans des choses qui ne sont pas tout à fait le rôle du député. D'accord. Nous reviendrons sur cette question. Je voudrais avoir le point de vue de Mme Koné là-dessus. Beaucoup de promesses ont été faites par les députés, les candidats. Beaucoup de promesses par les candidats sur l'autonomisation de la femme, sur l'emploi des jeunes, sur la construction des routes, etc., etc. Mais pour nous, un député, ce n'est pas tout ça. Un député, c'est un élu du peuple. C'est un parlementaire qui est à l'Assemblée nationale, qui légifère, qui vote des lois, qui peut porter des amendements à des lois, qui a aussi pour rôle de contrôler l'action gouvernementale. Un député, c'est surtout ça. Un député, il ne construit pas les routes. Un député peut aider à créer les conditions juridiques pour amener au développement local. Mais ce n'est pas lui qui fait le développement local. Et il ne peut pas promettre, lors d'une campagne, de pouvoir construire des écoles, des hôpitaux dans sa circonscription. Alors, j'entends bien cela, ce que vous dites tous les deux, mais tout de même, j'ai envie de dire que vous êtes dans ce qui est originel, que vous n'êtes pas dans la réalité. Vous savez très bien que dans nos États, qu'on soit député ou pas député, on a un élu qui légifère en principe, mais vous savez très bien qu'ils sont sollicités pour des mariages ou des constructions. Ça, on ne peut pas le leur arracher, c'est une réalité du terrain. Bien sûr que c'est... J'ai envie de dire, africanement, ça se fait. Oui, c'est une réalité. Être dans les mariages, dans les funérailles, c'est la proximité avec la population. C'est la proximité avec ceux qui vous ont fait confiance, qui vous ont donné leur pouvoir. C'est la solidarité africaine. Mais ce n'est pas ça essentiellement le rôle du député. Oui, mais je comprends bien que les populations ont bien compris cela. On demande à tous les cadres de le faire. Qu'on soit journaliste, qu'on soit médecin, qu'on soit instituteur, on demande à chacun de participer d'une manière ou d'une autre. On est plus ou moins agent de développement. Le député ne fait pas que légiférer en réalité. Pourquoi vous ne voulez pas leur accorder cela, Mme Koné et M. Yapi? Oui, allez-y. On ne leur dénie pas le fait d'être proche de la population, le fait de contribuer à apaiser la population, à soulager la population. Mais on dit, et je dis, que ce n'est pas
des promesses de campagne. En fait, c'est abuser un tout petit peu de la confiance ou de l'ignorance de la population. Vous allez jusqu'à penser que les populations ignorent véritablement leur rôle? Beaucoup, nous sommes... Je vous donne un exemple banal. Vous pensez que les populations dans nos villages ignorent qu'un instituteur, ce n'est pas à lui de construire, par exemple, l'école, ce n'est pas à lui de construire l'hôpital, mais on les sollicite tout de même? Je voudrais rester vraiment dans la réalité, non dans les simples textes. La réalité est que rares sont des habitants d'un village qui vont demander à un instituteur de leur construire une école. Rares sont dans les villages où les villageois iront vers l'instituteur pour leur ordonnance. En général, ce qui se passe dans nos villages, le fonctionnaire qui va dans un village est sous tutelle des villageois. Ça, c'est la solidarité africaine également. En général, tout le monde cherche à donner une petite banane, un petit sel à l'enseignant ou à l'infirmier qui est dans un village. Par contre, quand on a le député dans nos circonscriptions, quand on sait que le député est là, chacun vient poser son problème parce que, à l'avance, c'est ce que le député fait croire à la population. Si je suis élu, tous vos problèmes sont résolus. Parce qu'effectivement, c'est ce que la population aussi attend. Et je vous assure que quand on est originaire d'une région, on ne vous donne pas, on en attend de vous plutôt. Oui, oui, mais quand vous avez promis et que vous avez lancé un certain nombre de concepts, de promesses que vous avez lancées, mais bien évidemment, qui de nous n'attendrait pas quelque chose? Et donc, nous pensons qu'il faut sensibiliser les populations au rôle du député. C'est vrai, il y a la réalité, mais je pense que tout changement vient du fait qu'on arrive à sensibiliser, à conscientiser les populations pour dire que le député, ce n'est pas son rôle. Et le député lui-même, il le sait, parce qu'il ne dispose pas de budget pour le développement. Le député a des émoluments et je ne crois pas que ces émoluments-là soient à la hauteur pour développer ou construire un pont. Et donc, cette situation, il faut que la sensibilisation se poursuive et que les populations comprennent que on n'est pas contre le fait de la proximité. La proximité, tout cadre, tout agent de développement, toute personne qui a quelques moyens, mais doit se rapprocher des populations. Mais ce n'est pas le rôle essentiel du député. Parce que dans cette campagne électorale, on a entendu beaucoup de choses. On a entendu beaucoup de choses qui relèvent un peu de l'utopie. Très bien, il y a des abus peut-être. Oui, docteur Flan, quel est votre avis là-dessus, sur ce point, le rôle du député, sa mission? La mission du député est définie par les textes. Par les textes, on le sait. Le rôle du député s'identifie au rôle du Parlement. Il vote la loi, il consent l'impôt, il est contrôleur du gouvernement, de l'action gouvernementale. Il est également représentant du peuple, donc la fonction de représentativité. Et puis, il y a un autre paramètre qu'il faut ajouter à ces trois, dont on ne fait pas souvent cas, c'est que le Parlement, donc le parlementaire, doit faire en sorte que soit garanti le caractère public des débats. Même si dans le travail en commission, le débat ne doit pas être public absolument, toujours, mais en tout cas, la séance plénière doit être publique. Donc, garantir le caractère public des débats, ça fait partie également des fonctions du parlementaire. Je voudrais revenir un peu sur la question que vous avez posée. Oui. Alors, il faut faire la part des choses. Lorsque un candidat se présente devant un public et qu'il dit qu'il peut construire des routes, il s'identifie à un agent de développement. Tout à fait. En réalité, le parlementaire n'est pas un agent de développement parce qu'il ne dispose pas de budget. Mais certains candidats ont pu faire la part des choses pendant cette campagne électorale que j'ai pu suivre aussi, même si je n'étais pas sur le terrain, mais à travers la RTI, tout le travail que vous avez fait. Et je me suis rendu compte que certains candidats arrivaient toujours à faire la part des choses en évoquant le fait qu'ils disposent, par exemple, de carnets d'adresse. Ils avancent. Ou bien encore, de par leur position, ils pourront avoir facilement une porte ouverte, ça et là.
pour présenter les problèmes auxquels la communauté est confrontée. Donc, de ce point de vue, lorsque cela ne rentre pas dans un cadre purement démagogique, lorsque un parlementaire évoque sa possibilité de contribuer au développement local, il faut arriver à circonscrire cela et à reconnaître cela comme étant une réalité africaine même, parce que l'enthousiasme que les populations manifestent à travers l'élection d'un candidat doit se traduire par sa proximité avec ces populations, le fait d'agir sur les contingences d'ordre matériel de ses concitoyens. Je suis parfaitement d'accord avec vous et sur la définition, sur la mission du député, mais j'ai voulu quand même que nous regardions les réalités aussi du terrain. Et comme je le disais tout à l'heure, nous allons à la commission électorale indépendante avec Victorien Angwa, qui certainement a déjà les premiers résultats. Victorien Angwa. Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes en direct de la commission électorale indépendante CEI à l'occasion de la proclamation des résultats des législatives du 6 mars 2021. Ce samedi, environ 7 millions d'électeurs ont pris d'assaut 22 135 bureaux de vote dans 204 circonscriptions sur les 205 retenus pour élire les candidats invités dans les prochains jours à occuper les 255 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale. Avec moi, le porte-parole de la CEI pour faire le point de la situation. Bonsoir, Émile Beauté. Bonsoir. Vous avez voté dans le Moronou, précisément à Andé. Comment le scrutin s'y est déroulé, en particulier et un peu de façon générale dans le pays? D'accord, merci. Je rentre d'Andé, dans la région du Moronou. En tout cas, dans cette région, les élections se sont déroulées de façon apaisée. Et je suis un commissaire heureux parce que sur les 13 départements qui n'avaient pas participé à l'élection présidentielle, 8 de ces départements relevaient de ma zone de supervision. Aujourd'hui, je peux vous dire avec beaucoup de satisfaction que dans ces 8 circonscriptions, enfin, dans ces 8 départements, les élections se sont déroulées de façon apaisée. Et d'ailleurs, c'est à l'image de toute la Côte d'Ivoire, parce que vous vous rendez compte que depuis près d'une semaine, il y a eu la campagne. Au cours de cette campagne, il n'y a pas eu d'incident majeur. Et moi, avant de venir sur votre plateau, les informations que j'ai du terrain me disent que les choses se passent normalement. Alors, pourrons-nous avoir les premiers résultats provisoires aujourd'hui? Oui, croisons les doigts. Bon, je pense qu'au-delà de 22 heures, nous pourrions vous donner quelques résultats. Alors, comment sont découpées les circonscriptions électorales? Alors, nous avons 205 circonscriptions électorales pour 255 sièges. Il y en a 169 à un siège, 29 à 2 sièges, 4 à 3 sièges. Et ces 4-là sont les communes de Koumansi, Daloa, ville sous-préfecture, Korogoville, puis Bilongo, Kong, Sikolo, Nafana, commune et sous-préfecture. Nous avons une circonscription à 4 sièges, c'est Boakeville, et nous avons 2 circonscriptions à 6 sièges, à Bobo commune et Yopougon commune. Alors, la Côte d'Ivoire est engagée depuis 2020 dans un cycle électoral. La première échéance, je vais parler de la présidentielle, a suscité des incompréhensions et des actes de violence. Peut-on dire que les incompréhensions ont trouvé des solutions? Puisque tout à l'heure, je partage justement votre satisfaction à l'image du Moronou qui est revenu voter de façon apaisée. Ben, je crois que c'est le fruit du dialogue politique. Au cours du dialogue politique, les différents acteurs se sont parlé
Et je pense que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, parce que le résultat, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une élection apaisée. Alors, il n'en demeure pas moins qu'on a noté ça et là quelques incidents, mais mineurs. Oui, ben, vous savez, la perfection n'est pas de ce bas monde. Bon, il y a eu quelques incidents, mais on peut les appeler incidents. Bon, tout est sous contrôle et les choses se passent normalement. Des incidents de quel type? Oh, bon, c'est pas des incidents proprement parlé au cours du scrutin, mais pendant la campagne, parfois, on a vu des candidats qui ont vu les affiches déchirées. Nous-mêmes, en mission, tous les commissaires en mission, ce soit à télé, à passer le message, à avoir des rencontres avec les représentants des candidats ou même les candidats, et nous avons sensibilisé. Vous savez, le président Koulibaly Kubière a un point qui lui tient énormément à cœur dans notre mission, c'est la sensibilisation, la communication. Et ça, il y tient absolument. Et je pense que tous les commissaires qui sont rendus sur les différents sites et dans les différentes circonscriptions ont passé le message de paix. Vous avez même parlé du dialogue politique. Il y a même eu un code de conduite qui a été signé le 18 février 2021. Je crois que les uns et les autres l'appliquent. Il peut y avoir quelques dérapages ici ou là, mais ce n'est pas la majorité. Donc je pense que les choses vont dans le sens souhaité par les uns et les autres. Alors, il y a eu aussi un cas de retrait d'une candidature parce que le concerné est un commissaire régional. Comment ce dernier s'y est pris pour échapper au contrôle de la CEI? Ben, vous savez, il y a des petits malins qui s'attellent à chaque fois à vouloir tromper la vigilance des uns et des autres. Mais à la commission électorale, nous demeurons vigilants. Et parfois, il vaut mieux tard que jamais. On a fini par démasquer ce monsieur et il a été radié de la liste des candidats. Alors, il y a eu, je pourrais dire, l'annulation du scrutin. Tout à l'heure, je parlais de 204 circonscriptions sur 205. Quelle a été la raison du report et quand est-ce que les électeurs pourraient rejoindre la circonscription de Niakara, c'est ça? Oui, malheureusement, dans la circonscription de Niakara, nous avons déploré le décès d'une suppléante. Et dans le cas d'espèce, le scrutin dans la circonscription est décalé de 30 jours à compter de la date du scrutin qui est en cours. Toutes nos condoléances aux populations de Niakara et justement à la famille éplorée. Je reviens encore sur les diligences du dialogue politique qui ont permis à la CEI de revoir sa composition au niveau central et au niveau des démembrements. Peut-on dire aujourd'hui que la confiance entre les acteurs nationaux est-elle retrouvée à tous les niveaux des circonscriptions? Ben, écoutez, nous, commission électorale indépendante, nous avons au cours des élections présidentielles enregistré des candidatures de 3 chapelles politiques et il y avait un indépendant. Bon, après le retrait, on s'est retrouvé avec 2 candidats. Mais là, je pense que toutes les chapelles politiques qui ont pignon sur rue sont venues déposer leur candidature à la CEI. Ça veut dire qu'ils font confiance à l'institution. La confiance a commencé à prendre le dessus et je pense que nous continuerons dans ce sens-là. Et j'espère que dans les jours à venir et autres, après la proclamation des résultats, ceux qui auront perdu reconnaîtront la victoire des gagnants, des vainqueurs, et qu'ensemble, nous allons bâtir cette Côte d'Ivoire qui nous est chère. Justement, à ce propos, sur les 1291 dossiers de candidature reçus et examinés, la liste provisoire des candidats a été publiée le 31 janvier 2021. Les contentieux portés devant le Conseil constitutionnel ont permis à la CEI d'arrêter la liste définitive des candidatures au nombre de 1232. Comment sont répartis les candidats? Je veux parler des titulaires, des hommes, des femmes. Alors, à ce niveau, nous avons chez les hommes
1305 titulaires, 1254 suppléants, et chez les femmes, 206 titulaires et 237 suppléantes. Voilà. À propos de fake news, quelles sont les dispositions prises par la CEI pour contrer les indélicats dans leur campagne de vulgarisation de fausses informations? Vous savez, nous disposons des moyens que nous avons. Il y a l'autorité comme l'ARTCI, l'ANP, toutes ces entités-là qui sont un peu les gendarmes au niveau de la communication. Et je pense qu'ils ont fait un travail, mais bon, vous savez, les fake news, aujourd'hui, hein, il y en a pas, ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire, même dans les pays les plus développés, les structures, les gouvernements et tout ça n'arrivent pas à juguler. Nous faisons le maximum et à chaque fois, s'il y a des démentis ou s'il y a à apporter la vraie information, nous apportons aux Ivoiriens. Alors, vous l'avez dit, la CEI, je veux dire, les enjeux du scrutin du 6 mars 2021, transparence, confiance et crédibilité, d'où la présence de 7212 observateurs électoraux, si l'on s'en tient justement au nombre d'accréditations, de badges d'accréditation délivrés à ces derniers. Quelles sont les premières réactions qui vous sont parvenues? Mais vous savez, nous attendons les rapports. Voilà, bon, donc il n'y a pas de rapport pour le moment. Donc a priori, un observateur, c'est être dans un bureau de vote et voir comment le scrutin se déroule. Bon, il ne participe pas, il n'a pas pour mission de donner des instructions aux membres du bureau de vote. Mais donc nous attendons les résultats de ces missions d'observation. Voilà. Oui. Alors vous pensez quand même que leur présence dans les bureaux ou leur visite peut dissuader les cas de fraude éventuelle? Ben, écoutez, ils sont là pour une mission de supervision. Et a priori, les membres du bureau de vote ne sont pas outillés pour s'atteler à la fraude. Donc pour moi, leur présence peut rassurer, mais leur présence ne veut pas dire forcément qu'à la CEI, nous sommes des fraudeurs et que ces gendarmes-là sont là pour nous empêcher de commettre le forfait. Alors, donc, pour terminer cet entretien, vous l'avez rappelé au début qu'il y aurait des élections des résultats, plutôt, d'ici à 22 heures et plus. Oui. Mais je vous ai dit, on a la garantie que... Croisons les doigts, et je pense que, vous savez, nous avons des résultats qui viennent sur le serveur et tout ça, ces choses-là, c'est du digital. Bon, et puis nous prenons le temps de vérifier, voilà, parce qu'au niveau des commissions locales, au niveau des commissaires centraux, des superviseurs, et toutes choses qui peut peut-être amener un léger décalage, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que nous nous attellerons à vous donner des résultats, ne serait-ce que ce soir. Alors, vous avez bien compris, dès ce soir, on aura les premiers résultats de ce scrutin. Je recevais le porte-parole de la CEI, Émile Brotier, est venu faire le point du déroulement des législatives du 6 mars 2021. Rendez-vous soit dans quelques heures ou demain, je n'en sais rien. En tout cas, on se dit peut-être tout à l'heure, avec on croise les doigts, comme vous l'avez dit. Bonne suite de programme sur RTI 1.
Voilà, nous revenons de la commission électorale indépendante. On attend au-delà de 22 h les premiers résultats, comme l'a dit le porte-parole de la CEI, M. Émile Ebroutier. Alors, sur le plateau, ici tout de suite, la question que je me pose et beaucoup de personnes se posent dans nos différentes villes, c'est pourquoi est-ce que jusqu'à présent, à votre avis, on n'a pas de résultats? Et là, la question s'adresse à M. Yapi et à Mme Koné. À 22 h, on s'attendait quand même à des résultats. Y a-t-il une explication, Mme Koné? Plus ou moins une explication. Dans l'ensemble des localités que nous avons observées, les BV que nous avons observés, nous pouvons vous dire que l'ouverture s'est faite pour la plupart entre 8h et 8h30, à l'exception de quelques zones où c'était à 9h, 9h30, 10h. D'accord. Et donc, si nous considérons que la durée du processus c'est de 10h, à 18h, on pouvait commencer à constater la fermeture des BV. C'est ce qui s'est fait. Pour ceux qui sont allés au-delà de 9h en termes d'ouverture, ils iront certainement jusqu'à 19h. Et je pense que pour la compilation, le convoyage, etc., à la CEI locale, avant même de passer au résultat, ça peut prendre un peu de temps. Je ne justifie pas, mais je pense mais vous expliquez juste que je peux expliquer un peu ce retard. Oui, je souscris parfaitement à ce que Mme Koné a dit. Effectivement, nous avons remarqué sur le terrain, en observant que certains bureaux de vote ont un peu traîné avant d'ouvrir, parce qu'il y avait les agents de la CEI qui étaient là, mais souvent le matériel aussi a mis du temps à venir. Et donc, souvent, ça fait traîner un peu l'ouverture du bureau de vote. Et puis ensuite, il y a eu un autre problème, c'était le fonctionnement des tablettes, qui, à un moment donné, a créé quelques crispations dans certains bureaux de vote. Et donc, on a dû suspendre les votes, le temps de trouver des solutions. Et puis, comme Mme Koné l'a dit tout à l'heure, il faut respecter les 10 heures de temps de vote. Et donc, ça peut aller un peu plus au-delà. Et ensuite, il y a tout le processus de dépouillement dans les bureaux de vote avant la compilation dans les CEI locales, avant que ça n'arrive à la CEI centrale. Donc tout ça, c'est des procédures, c'est des processus qui peuvent rallonger le temps des résultats. Docteur Flan, lorsqu'on n'a pas toutes ces informations-là, on n'a pas toutes ces explications-là politiquement, comment est-ce qu'on réagit? L'interprétation, c'est quoi tout de suite? Tout dépend de la façon dont les consciences sont conditionnées. Absolument. Si la suspicion est grande sur l'organe à charge des élections, il va sans dire que beaucoup de gens vont dire mais que là-bas, il se passe des choses assez pas du tout catholiques. Mais c'est pourquoi il faut que l'institution communique très fréquemment sur les décalages, sur les retards, etc. C'est absolument important dans une élection qui déchaîne aussi des passions. D'accord. Je reste avec vous pour avoir une idée de ce que vous pensez de la participation de la femme. Parce qu'on a fait le constat, plus de 1000 candidats, mais même pas le tiers, peut-être le quart des femmes. À votre avis, c'est quoi l'analyse? Très peu de femmes. Bien. Alors, c'est un problème majeur. J'ai travaillé sur cette question pour le compte, par exemple, du National Democratic Institute, où j'ai fait une analyse en recherche désagrégée genre concernant les élections législatives de 2016. Et à ce niveau-là, j'ai fait le tour de plusieurs chapelles politiques, les principaux partis politiques, et j'ai échangé avec des responsables chargés de l'élection au niveau de ces partis politiques-là, et j'ai pu me faire une certaine idée. Il y a, bien entendu, dans beaucoup de partis, des réalités liées encore à ce qu'on appelle les violences faites aux femmes. Donc il y a des discriminations. Il y a également une sorte de harcèlement. Ça, ce sont mes recherches qui l'ont montré. Et il y a tellement de facteurs qui pèsent sur la participation des femmes, à telle enseigne que atteindre le pourcentage de 30% des femmes qu'on demande aux élections, pour moi, ça peut encore prendre une dizaine d'années. Voilà. J'ai envie de dire quelque chose. On a une société machiste?
Non, je pense qu'il y a avant tout des pesanteurs d'ordre socio-culturel. Il y a la réticence, par exemple, des hommes quant à l'engagement de leurs femmes en politique. Il y a plusieurs paramètres de cette nature. Il y a le fait de gravir les échelons au sein des partis politiques qui est parfois laborieux et très exigeant pour la femme, pour plusieurs raisons. Il y a cela. Il y a également le fait que dans la gente féminine même, il faut encore sensibiliser pour que les femmes se rendent compte du rôle qu'elles ont à jouer dans cette sphère. Il y a le fait également que ces 30 dernières années ont été fortement marquées par des violences. Et donc les violences ne sont pas... et les femmes, les violences de cette nature, les femmes ne font pas bon ménage généralement, ou alors les femmes ne se reconnaissent pas dans ces formes de violence, etc. Ce sont des facteurs explicatifs de ce taux relativement bas des femmes en termes de participation dans les élections en vue de la mise en place des assemblées. Les femmes ne se reconnaissent pas toujours dans tout ce qui est violent, mais les femmes ne se font pas confiance, Madame Kone. Bien sûr que les femmes se font confiance. Mais non, vous ne pouvez pas le dire. Bien sûr que les femmes se font confiance. Il y a une question de volonté de la part des hommes de ne pas laisser les femmes émerger, dans les partis politiques surtout. Vous voyez, après combien d'années pour obtenir une loi favorisant le taux de représentativité des femmes aux assemblées élues, on arrive en Côte d'Ivoire à avoir les 30%. Là où au Sénégal, nous sommes à 50%. On est à la parité au Sénégal. En Côte d'Ivoire, on obtient 30%. Pour l'application, on a le degré d'application. Et la première expérience qu'on a, c'est les législatives du 6 mars. Et c'est l'occasion pour moi sur le plateau de féliciter la CEI qui a assez communiqué avec nous. On va à une rencontre pour la mise en œuvre, l'application de cette loi. Et déjà dans la salle, je ne citerai pas le parti en question, mais des partis politiques qui commencent à plaider comme quoi ils n'auraient pas les 30%. Déjà dans la salle. Là, moi, je souligne un manque de volonté de la part de ces partis politiques de laisser les femmes avancer. La femme, elle ne fait pas bon ménage avec ce genre de violence, mais nos observations nous ont montré que dans les campagnes, dans cette campagne précisément, beaucoup sont les groupements politiques qui ont pu appuyer sur les associations féminines pour la mobilisation. Alors, ça veut dire qu'elles sont présentes sur le terrain politique. D'accord. Et donc, les femmes se font confiance. Elles n'ont pas encore véritablement... C'est vrai, je suis d'accord avec docteur pour dire effectivement qu'il y a des pesanteurs qui font que la femme a des problèmes pour se positionner. Mais ces pesanteurs-là, qui sont les auteurs? Les auteurs, c'est tellement les hommes, M. Yabi. Non, accusé franchement. À votre avis, qu'est-ce qui empêche tant les femmes d'être promues? Les responsabilités sont à partager. Nous avons mené un programme de coaching des femmes pour les élections. Le programme appelé « Femmes, prends ta place ». Nous avons formé des femmes à pouvoir se présenter à des élections. Et ce que nous avons constaté, c'est que je dirais que l'État de Côte d'Ivoire a fait un pas en prenant la loi. Et dans l'application de la loi, je pense que la loi s'adresse beaucoup plus aux partis politiques qui doivent faire émerger 30% de femmes dans leur liste. Et c'est à ce niveau-là qu'on a quelques difficultés. Parce que même dans la présentation des candidatures, on n'a pas respecté le quota des 30%. Et si vous ne respectez pas le quota des 30% minimum, mais on ne pourra pas avoir d'élus femmes à hauteur de 30% à l'Assemblée. Et donc, je pense qu'il y a des efforts à faire au niveau des partis politiques. Pour la petite anecdote, c'est que quand on a formé les femmes, il y a des femmes qui ont posé des candidatures
et qui ont subi des pressions. Donc elles sont venues nous saisir au niveau du Conseil national des droits de l'homme. Elles nous ont dit, mais quand c'est pour mobiliser, quand c'est pour prendre les chaises et mobiliser les femmes, là on nous connaît. Mais quand nous aussi on veut s'exprimer, on nous empêche de nous exprimer. Bon, c'est au sein des partis politiques que ça se constate. C'est des associations, je dirais, entre guillemets, plus ou moins privées. Et donc, souvent, c'est difficile de pouvoir intervenir dans ce... Mais nous, on attendait, au niveau du Conseil, que les candidatures se déclarent, que la CEI puisse afficher les candidatures pour qu'on sente effectivement que les 30% ou les 30% sont respectés ou pas. Et à la fin, on se rend compte que les 30% ne sont pas respectés. Et donc, à ce niveau-là, les partis politiques doivent faire des efforts. C'est vrai, il y a des pesanteurs culturels avec des hommes qui ont peut-être peur que... on a vu des expériences, des gens nous ont partagé des expériences pour dire, dans certains pays, la femme veut devenir députée, le mari lui dit non, si tu deviens député, on divorce, carrément. Et ça, c'est des pesanteurs, et à force d'avoir ce type de pression, bien évidemment, les femmes se découragent et puis bon, elles baissent les bras. Donc il y a vraiment ces efforts-là à faire, et au niveau des hommes, essayer de se dépasser un temps soit peu. Les raisons sont donc diverses. Et autre chose, et là je reste avec vous, vous avez constaté certainement qu'il y a eu beaucoup d'indépendants cette fois, pendant ces législatives. Cela est dû à quoi? Les indépendants, c'est surtout l'expression de personnes qui, au sein des partis politiques, n'ont pas eu la possibilité de se présenter, de s'exprimer. Et donc, je pense que le fort taux d'indépendants s'explique par le fait qu'au niveau des partis, il n'y a pas eu ce consensus-là pour que les personnes puissent se mettre ensemble pour présenter une candidature. Et vous avez remarqué que dans la plupart des partis politiques, il n'y a pas eu de primaire. Il n'y a pas eu de primaire. Et donc, ça peut expliquer le fait que quelqu'un se sent capable et qu'on lui dise non, vous ne pouvez pas vous présenter parce qu'il faut respecter la discipline du parti. Il s'est dit, mais moi, j'ai été sur le terrain. Pendant tout ce temps, j'ai pu mobiliser les populations. Je sais que les populations sont acquises à ma cause, mais je ne peux pas ne pas me présenter. Voilà. Donc, c'est ces raisons-là qui peuvent expliquer le fait que la démocratie, même au sein des partis politiques, reste à revoir. La description que vous faites ressemble à des indépendants frustrés ou bien c'est cela? C'est de la frustration? Oui, je voudrais réagir à la suite de M. Yapi. Je souscris à son diagnostic et à son analyse parce que on peut distinguer deux types d'indépendants pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, mais aussi également l'Afrique. Il y a des indépendants qui le sont par dépit, comme vous l'exprimez. C'est-à-dire, à l'intérieur du parti politique, ils n'ont pas eu la chance d'être désignés comme candidats du parti dans leur circonscription. Alors qu'ils ont la conscience et la conviction qu'ils ont un certain ancrage sociologique, qu'ils ont de la popularité ils sont populaires et qu'ils ont leur chance à des élections données. Donc ceux-là ne sont pas des indépendants au sens propre du terme. C'est pourquoi, généralement, après leur élection, la semaine qui suit ou bien les jours ou les heures qui suivent, ils retournent à leur parti politique. Il y a quelque chose d'éthique quand même. Le parti est revenu, on s'en va en indépendant, on va chercher des voies. Ça ressemble à de l'indiscipline, de la frustration. Ensuite, il y a des abus tout de même. Oui, tout à fait. Donc la loi doit clarifier cela. Il faut prendre des lois qui puissent fixer de façon définitive le statut de l'indépendant. Quand on est indépendant pendant une élection, il faut peut-être le demeurer, mais en même temps, il y a un problème de liberté aussi qui se pose au-delà. Il est clair que, et là aussi il faut spécifier, parce que l'indépendant qui se présente tout en sachant qu'il provient d'un parti politique et les populations qui votent pour lui en tant qu'indépendant savent bien que c'est un militant d'un parti politique,
le font en toute connaissance de cause. Du coup, lorsqu'il retourne dans le parti politique, il faut interroger la base qu'il a élue sur le sentiment véritable qu'elle a du retour de ce dernier dans son parti politique. Si la base est satisfaite de ce qu'il continue de servir le parti dont il s'est détaché pour une élection précise, pour se présenter comme indépendant, à partir de ce moment, la question de la traîtrise ne se pose plus, la trahison ne se pose plus vis-à-vis de ceux qui l'ont mandaté, la population. Donc il faut toujours arriver à faire le distinguo entre les différents scénarios et entre les différentes situations. Vous le pensez aussi, ces indépendants de circonstances? Parce que, oui, comme le dit le docteur, c'est des indépendants de circonstances qui peuvent l'être par frustration ou alors qui le sont parce qu'ils ont envie d'exprimer, d'exploiter leur potentialité. Parce qu'il y en a qui ne sont pas allés postuler dans leur parti, mais qui ont décidé d'aller en indépendant tout court. Parce qu'ils avaient confiance en eux, parce qu'ils voulaient se tester sur le terrain également. Ça aussi, il faut le noter. Oui. Voilà, il faut le noter. Il y a ces indépendants et il y a des indépendants qui ne sont affiliés à aucun parti politique. Voilà, je dirais même qu'il y a 3 types d'indépendants. Voilà, et je pense que c'est tout de même bon pour la démocratie. C'est tout de même bon pour d'accord. Oui, c'est bon pour la démocratie. C'est vrai, je ne m'attendais pas à cette conclusion-là. Si c'est bon pour la démocratie qu'il y ait des personnes, des leaders, qui peuvent faire adhérer à leur cause sans être forcément sous la coupole d'un parti politique. Oui, c'est une bonne chose, mais quand on commence à définir autant d'indépendants, première classe, deuxième classe, ainsi de suite, on a l'impression que ce sont des convictions politiques qui flottent à tout moment. Non, l'indépendant qui va par frustration, bon, je ne voudrais pas le juger pour... Donc, ne le jugeons pas. Ne le jugeons pas. Oui, d'accord. Donc, à ce niveau-là, effectivement, il y a un problème de casting qui s'opère au niveau des partis politiques. Donc, le casting est parfois mal fait. C'est pourquoi des indépendants prospèrent, ils gagnent des élections, alors que le parti ne les a pas désignés. Donc au niveau du parti, il y a un problème de casting, qui s'appelle, des erreurs de casting. D'accord, des erreurs de casting, mais il y a aussi beaucoup... les enjeux, c'est plutôt les intérêts. Oui, je voudrais également souligner ce phénomène qui va certainement se développer. Ce sont des indépendants, c'est une autre catégorie de candidats qui s'élèvent, qui prennent un peu de l'ascension actuellement. Ils sont militants ou sympathisants d'un parti politique donné. Ils ne sont pas représentés dans les instances de décision de ce parti politique. Ils se servent alors des élections, conscients de ce qu'ils sont présents sur le terrain. Et à partir de là, après avoir remporté une élection, ils intègrent le parti et ils occupent des positions. Donc, la question de l'indépendant devient alors un tremplin pour accéder à des postes de responsabilité dans la sphère dirigeante des partis politiques. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a sur le terrain. Parce que je comprends bien cette explication. C'est un phénomène qui va se développer les prochaines années. Oui, c'est la preuve que la politique est très compliquée. Voilà. La dernière question va être celle-là. Est-ce que ces législatives vont nous permettre de réconcilier tout le monde? Hier déjà, le ministre de la Réconciliation nationale appelait les populations à voter dans la discipline et le respect du prochain, appuyé en cela par la représentante résidente du PNUD, parce que tout le monde y a gagné. Le ministre de la Réconciliation nationale a reçu ce jeudi à son cabinet la représentante du PNUD en Côte d'Ivoire. Carole Fleurs-Merekniak a dit être venue apporter le soutien du programme des Nations Unies pour le développement au processus de réconciliation en cours et aussi rassurer le ministre de l'engagement des Nations Unies à œuvrer pour le succès de la mission de réconciliation et de paix en marche. Le PNUD entend réorienter ses actions et appuis en faveur de la paix et de la cohésion sociale. La représentante du PNUD réitère son encouragement aux acteurs politiques ivoiriens dans ce élan de paix. Un ministère qui est créé pour la réconciliation nationale est un signe très fort, c'est un signal très fort qu'il reste encore des efforts à faire pour le développement durable de ce pays et que ce développement passe par la cohésion sociale, passe par l'unité nationale et passe par la réconciliation nationale. Occasion pour le ministre de la Réconciliation nationale
Kouadio Konan-Bertin, de lancer un message fort aux acteurs engagés dans les élections législatives. Quand des gens de bonne volonté viennent nous assister, nous accompagner, il faut que nous prenions la pleine mesure de ce que nous-mêmes nous sommes. Que les meilleurs gagnent. La campagne s'est bien déroulée. Je voudrais donc féliciter l'ensemble des candidats et surtout noter la maturité des Ivoiriens. Que cela se passe très bien dans les urnes pour que vous terminiez tout ce processus en beauté, comme elle a si bien démarré d'ailleurs. Les élections législatives prévues pour ce samedi s'annoncent déterminantes pour les différents partis politiques qui entendent obtenir le contrôle de la première chambre du Parlement. Madame Koné, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est une opportunité pour les Ivoiriens de se réconcilier? Plus qu'une opportunité pour les Ivoiriens de se réconcilier. Mais je dirais que nous n'allons pas vite applaudir. Nous allons attendre les résultats parce que les politiciens, les acteurs politiques ne finissent pas de s'y prendre. Nous allons attendre les résultats, mais je dis que c'est une opportunité effectivement que la Côte d'Ivoire renoue avec la paix, que la Côte d'Ivoire renoue avec la réconciliation de ses enfants. Et au vu de ce qui s'est passé dans les différents dialogues politiques, au vu du code de bonne conduite que les acteurs politiques ont signé, au vu de la campagne électorale qui s'est passée de façon apaisée et calme, de façon générale, vu également la journée d'aujourd'hui du 6 mars, nous pouvons espérer que les Ivoiriens sont capables de s'asseoir autour d'une table, de sortir des décisions et de respecter ces décisions-là, pourvu qu'après les résultats, on se comporte effectivement comme des nations démocratiques. Une opportunité, M. Yapi? Oui, je pense que c'est vraiment une opportunité parce que j'apprécie tout simplement la force du dialogue politique. Lorsque les politiques se parlent, je ne sais pas, mais il y a une accalmie. Et le dialogue politique qui a été engagé avant les élections législatives ont permis d'avoir cette accalmie. Et nous souhaitons, vraiment au niveau du Conseil national des droits de l'homme, que nous puissions nous appuyer sur ce dialogue qui est amorcé pour continuer ce dialogue-là et permettre que la Côte d'Ivoire retrouve véritablement la paix. Parce que, en réalité, je dirais que c'est les politiques qui mènent le débat. Les politiques qui mènent le débat. Lorsqu'ils sont d'accord, tout le monde est tranquille. Mais lorsqu'il y a des dissensions, immédiatement, on a des difficultés. Et donc, je pense que c'est une opportunité. Aujourd'hui, tous les partis politiques se sont engagés dans cette élection, à l'exception de GPS. Mais nous espérons qu'avec le dialogue qui est amorcé et l'ouverture que nous voyons, les choses vont aller dans le bon sens. Je pense que c'est une opportunité pour les Ivoiriens de se réconcilier. Docteur Flan, vous pensez la même chose? Vous nous voyez en train de nous réconcilier totalement et vous pensez que la situation se normalise même au plan institutionnel? Il est trop tôt pour le dire. On peut seulement saluer le fait que cette élection ait un caractère inclusif, vraiment inclusif, et les résultats qui seront proclamés également doivent correspondre à la volonté populaire. Et à côté de cela, le rôle que le Parlement même doit jouer doit mettre la priorité sur la réconciliation. Donc, dans le processus de création de la loi, le Parlement doit effectivement prendre en compte cette dimension qui est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit véritablement réconciliée. Il y a ainsi le fait d'intégrer comme priorité la réconciliation dans l'agenda même du nouveau Parlement de cette législature. Donc si dans cette législature, on met un point d'honneur sur la question de la réconciliation nationale, de la paix, de la cohésion sociale, et on travaille autour des différentes lois qui vont apparaître là comme projet de loi,
du gouvernement, mais on peut avoir aussi des propositions de loi dans le sens de la cohésion sociale, de la paix. L'orientation que le Parlement va donner à cette question-là va influencer la paix durable en Côte d'Ivoire. Donc il faut déjà se satisfaire de ce que ce sera un Parlement différencié, peu importe le nombre de sièges remportés par tel bord ou tel autre bord, mais ce qui compte, c'est que la minorité parlementaire ait au sein de ce Parlement-là des droits, de sorte à ce que, au sein du Parlement, de sorte à ce que le Parlement soit effectivement le lieu par excellence de l'expression de la démocratie. Absolument. C'est, à mon avis, en prenant en compte tous ces contours, que le Parlement peut jouer un rôle assez important dans le processus de cohésion sociale et de paix durable en Côte d'Ivoire. Monsieur Yapi, vraiment, en une phrase, législative 2021, c'est terminé. Qu'est-ce que vous pouvez conclure, vraiment, en une phrase? En une phrase, les choses se sont bien passées. D'accord. Et nous avons vraiment espoir qu'on poursuive la marche. Madame Koné? Législative 2021, responsabilité des acteurs politiques, qu'ils en prennent conscience. Législative 2021, participation politique des femmes, contrôle des mesures contraignantes pour les partis politiques afin que la femme puisse être représentée convenablement à l'Assemblée, dans les assemblées élues. Et puis, législative 2021, que les Ivoiriens comprennent que nous sommes obligés de vivre dans la même communauté, dans le même pays, et que personne n'a intérêt à ce que ça brûle. Merci à vous, Madame Koné Machengue. Vous êtes assistante chef projet d'élection de la Convention de la société civile de Côte d'Ivoire. Merci à vous aussi, Monsieur Yapi Adon, directeur des programmes et études thématiques au Conseil national des droits de l'homme. Et merci au docteur Flan Moké César, politologue. Et avec beaucoup de plaisir que nous avons écouté ce soir pour toutes ces explications qui nous ont permis de comprendre l'après-élection. Les électeurs étaient aux urnes ce matin, les candidats se sont mesurés les uns aux autres pour représenter les populations. Les années passées, il y a eu des taux d'abstention élevés. Cette année, ça semble différent, on le verra bientôt. Les derniers résultats attendus, nous situerons mardi. Dans 3 jours, ce sera la grande nuit électorale avec Sylvie Touré à 20h50. Réservez déjà vos places. Merci et très bonne soirée sur RTI 1.